débat que nous avons et que Dorothée Monès, Olivier Vivagora a mis en place sur les risques sanitaires, alimentaires. Je pense que en ce moment, c'est un vrai bon sujet. Et il y avait monsieur Sicolet là. Qui connaît bien le maire. Merci à monsieur William Darbe et à madame Danielle Salomon d'être présents. Je leur souhaite la bienvenue dans cette mairie qui a une grande habitude des débats, des conférences depuis de nombreuses années et notamment depuis 2 ans avec l'Université populaire. Ça n'en fait pas partie formellement ce soir, mais ça fait partie des grands débats, des discussions que cette mairie accueille. Voilà. Et puis c'est filmé, justement, par Christian, et je vois assise devant moi Brice, que je n'avais pas salué. Donc vous avez devant vous les 2 personnes qui s'occupent de l'Université populaire qui a lieu tous les derniers mardis de chaque mois. Voilà. Je vous laisse. Bonne soirée. Merci Dominique pour cet accueil. Cela nous replonge d'ailleurs dans l'époque, il y a en 2009, où nous avions à Vivagora des rencontres sur les questions de santé mentale et neurosciences ici même, avec des échanges qui avaient été extrêmement riches, qui nous avaient beaucoup interrogés sur les logiques scientifiques et les logiques des malades qui avaient l'air de pas vraiment bien converger. Et je suis heureuse de vous accueillir. Merci d'avoir permis cette rencontre. Nous ne sommes pas très nombreux, peut-être que ça peut être particulièrement favorable. Nous sommes en période de vacances. Cette rencontre se situe dans l'habitude que nous avons dans notre association Vivagora qui s'occupe de mettre en démocratie les choix scientifiques et techniques, l'habitude de nous réunir tous les 2e jeudis de chaque mois pour les conviviales. Les conviviales qui sont un moment d'interaction, évidemment informelle, qui nous aide à nous connaître et à nous connaître les uns par rapport aux autres et les uns vis-à-vis des autres, puisqu'il y a le cercle un peu des anciens, puis il y a les plus nouveaux, et ça fait tissu, ça fait un petit peu écosystème, et nous aimons travailler comme ça nos sujets majeurs. Nous avons eu Pierre Bouillon et Miguel Benassayag qui sont venus l'un et l'autre présenter de manière très différente la question du rapport au vivant. Miguel Benassayag qui nous a la dernière fois montré combien notre préoccupation liée à la vulnérabilité était très importante dans l'interrogation qui est centrale pour lui, de savoir comment, avec les tout possibles de la technique, comment nous pourrions être en mesure de travailler sur les compossibles, c'est-à-dire la possibilité par la culture de choisir véritablement ce qui permet de faire sens, d'orienter les choix scientifiques et techniques. Donc nous allons poursuivre ces échanges. Nous aurons peut-être en juin Thierry Godin qui vient de publier un livre sur les questions toujours du vivant et l'impératif du vivant. Donc c'est en train de se mettre en place. Et nous avons l'habitude de nous réunir dans des lieux plus intimes. Nous penserons là que nous avons choisi de nous ouvrir à plus large avec votre présence. Et je dirais cette parution de ce livre qui nous a particulièrement semblé coller de plein pied, nous mettre vraiment dans le cœur de ce que nous faisons à Vivagora. On se connaît depuis pas mal d'années. C'est-à-dire la question de la gouvernance, évidemment que la question de la sécurité sanitaire pose la question en amont, de l'innovation responsable, qui est vraiment notre horizon à Vivagora, pose la question du dialogue des parties prenantes pour faire en sorte que
au-delà de la balance bénéfice-risque, on pose des questions d'usage, d'utilité des technologies, de pertinence, d'adéquation avec les cultures et les milieux, les écosystèmes. Donc c'est pourquoi je suis vraiment très contente de vous écouter. Et en introduction, je voudrais simplement dire que vous dites dans votre livre, donc qui s'intitule « Agir face aux risques sanitaires », vous dites que nous sommes à une période propice pour une remise à plat par l'innovation collective. Et ce que nous attendons beaucoup ce soir, c'est l'ouverture sur la nouvelle manière de travailler ces questions-là qui peut être envisagée. On a échangé hier soir un peu sur les leviers pour passer dans des synergies entre les acteurs pour relever les défis qui sont énormes. Je crois que les constats sont extrêmement partagés, qui créent d'ailleurs une sorte d'effondrement face à la tâche, puisque les constats, c'est effectivement une très grande épidémie des maladies liées à l'environnement. C'est le terme qu'emploie toujours André Cicolella, avec qui j'ai publié le livre Alerte Santé en 2005 chez Fayard. Donc tout ça fait sens, fait signe, tout ça s'emboîte. Et le vrai défi de nos actions les uns et les autres, et je crois que ceux qui sont présents ici y sont sensibles, c'est d'être en cohérence, c'est d'arriver à trouver un travail qui permette de passer à des vitesses supérieures pour changer les modes d'intervention publique et véritablement prendre à bras-le-corps les sujets, et non pas à la marge, non pas en bout de chaîne, c'est-à-dire en rattrapage, en indemnisation après les dégâts, mais en travaillant sur cette complexité et sur l'ampleur des incertitudes. Donc, je ne vais peut-être pas vous présenter outre mesure, je pense que je peux dire quelques mots. Donc, William Dabb a été directeur général de la santé, nous avons travaillé ensemble dans le cadre du CNAM et de ses responsabilités à la direction de la chaire d'hygiène et sécurité du CNAM. Nous avons travaillé ensemble au moment du Nanoforum, c'est pour ça que nous avons mis d'ailleurs au fond de la salle la trace des travaux du Nanoforum qui a été produite dans le cadre du débat public sur les nanotechnologies organisé par la CNDP. Je pense que ce sera intéressant de parler de la fonction de formation aussi qui est actuellement au cœur de l'investissement que tu mènes. Et puis Daniel Salomon est sociologue des organisations et de l'action publique, spécialisé sur les risques, notamment sanitaires. Et donc je crois qu'effectivement ce livre est particulièrement intéressant dans votre double compétence parce qu'il permet à la fois d'attraper des études de cas, une quinzaine d'études de cas extrêmement variées, et qui posent à chaque fois des questions particulièrement vives sur l'expertise, sur le rapport au temps, précipitation ou inertie, sur des questions d'évaluation possible ou impossible, et la dimension évidemment de l'organisation et je dirais, du système étatique par rapport à ces défis sanitaires est extrêmement importante. C'est très important d'avoir une expertise, une analyse de d'où nous venons, qu'est-ce qui émerge et qu'est-ce qui peut être possible. Je vais vous laisser peut-être une vingtaine de minutes nous dire ce que vous portez avec ce livre, et puis très vite on aura cette interaction avec vous tous. Merci beaucoup, Dorothée. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous ce soir. La France a besoin de débattre de cette question du risque, qui est une question centrale aujourd'hui de l'organisation de nos sociétés. Et en écrivant ce livre, voilà, notre intention était de provoquer ce débat.
quand Dorothée nous a proposé cette séquence, on a évidemment immédiatement accepté et merci beaucoup de nous en donner l'occasion. On n'est pas beaucoup, c'est pas très grave, c'est pas la quantité qui compte. D'ailleurs, vous remercierez le maire de nous donner cette opportunité. Mais je vous dis tout de suite, vous n'allez pas nous écouter. Contrairement à ce que tu disais. On va faire une brève introduction pour poser un petit peu notre intention et ensuite on aimerait vraiment discuter avec vous. On est sûr que chacun d'entre vous a des témoignages ou des suggestions à faire. Dans cette introduction, on va le faire en deux temps qui correspondent en fait à nos compétences. On va parler du nouveau paysage des risques et ensuite on commentera ce que nous avons appelé dans le livre impact de confiance sanitaire. Pour bien savoir quand même d'où nous parlons, voilà, moi j'ai passé une dizaine d'années au ministère de la Santé. Mon métier, c'est l'épidémiologie et l'évaluation des risques. Je forme au CNAM des ingénieurs de sécurité sanitaire. C'est la seule filière d'ingénieurs habilitée par la commission d'éthique d'ingénieurs en France qui porte ce nom-là. Dans le cadre de ces enseignements, j'ai beaucoup réfléchi à ma pratique. On fait beaucoup d'études de cas parce que c'est le CNAM, pas tant de cours magistraux que cela. Et voilà, les étudiants me disaient souvent, oui, mais si on avait tout ça par écrit, quand même, ce serait mieux que des PowerPoint. Bien raison. Mais je me suis très vite aperçu que, réfléchissant à ma pratique, à la fois d'évaluateur de risque et de gestionnaire de risque, il y avait des éléments d'analyse qui me manquaient, dont je n'avais pas la compétence, d'où cette alliance avec la sociologie des organisations, l'analyse des politiques publiques, et qui m'a permis de comprendre beaucoup des obstacles que j'ai rencontrés quand j'ai été en situation de décision. Directeur, voilà, j'ai d'abord travaillé à la Direction générale de la santé, j'étais le conseiller scientifique du directeur de l'époque, Lucien Benaïm, j'ai été au cabinet de Jean-François Maty pour préparer la loi de santé publique de 2004. D'ailleurs, pas inintéressant de souligner ici que c'était la première loi qui portait le nom de loi de santé publique depuis 1902. La France fait une loi de santé publique par siècle. Cette loi n'est pas parfaite. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas été appliquée. Par exemple, les objectifs de santé publique qui sont dans la loi, les parlementaires eux-mêmes avaient demandé qu'elles soient révisées tous les 5 ans. C'était leur demande, c'est un amendement parlementaire qui a introduit cette disposition, le ministre l'avait accepté. Nous sommes en 2013, la loi a été promulguée en août 2004 et ces objectifs n'ont pas été actualisés. Ça pose un certain nombre de problèmes dont nous pourrons discuter. Puis, directeur général de la santé, j'ai préparé le premier plan national santé-environnement. On n'était pas très fiers, très contents, mais enfin c'était le premier. Déjà bien d'arriver à mettre sur l'agenda des politiques publiques quelque chose qui s'appelait santé-environnement. La France a besoin de débattre parce qu'on le voit tous les jours. Nous ne sommes pas prêts, je le dis, je sais que je suis filmé, je sais que ça sera publié, et je l'assume, nous ne sommes pas prêts à faire face à la figure des risques qui sont créés dans notre société. Le monde de la sécurité sanitaire, on ne va pas passer énormément de temps à le définir, c'est le monde de l'évaluation et de la gestion des risques collectifs. C'est-à-dire des risques dont on ne peut pas se protéger tout seul. Des risques qui demandent un effort organisé de la société.
tout le monde sera protégé ou personne. Les Vénitiens l'avaient bien compris. En instaurant au XVIIe siècle la quarantaine, ils avaient compris que alors que les microbes n'étaient pas découverts, ils ne prenaient rien à l'origine des maladies, ils avaient compris que face aux épidémies, on se protégeait tous ensemble ou personne. Les prières, finalement, étaient relativement peu efficaces pour se prémunir de la peste. Donc ils ont inventé la sécurité sanitaire et la police sanitaire. Aujourd'hui, on fait face à un paysage des risques qui est profondément renouvelé et qui est en évolution permanente. Je suis plutôt optimiste, je n'ai pas de propos catastrophistes, je commence toujours par rappeler que nous avons beaucoup de chances de vivre en France. C'est-à-dire un des pays où l'état de santé global de la population est un des meilleurs du monde. Il ne faut pas l'oublier, mais quand on regarde les choses de près, on voit que cet état de santé dont nous bénéficions est lié à un système de soins qui reste remarquablement performant, même si sa qualité et sa performance il n'est pas gagné qu'elle restera ce qu'elle est, mais pour l'instant, on va dire qu'elle est excellente. En revanche, quand on parle des facteurs à l'origine des maladies, c'est-à-dire de ce à quoi nous sommes exposés, qui peut créer des maladies, alors la situation française est loin d'être aussi bonne qu'on le dit. Et par exemple, quand on regarde de près les données de mortalité avant 65 ans, de ce que les épidémiologistes appellent la mortalité prématurée, on s'aperçoit que nos résultats sont parmi les plus mauvais en Europe, de même que nos inégalités sociales de santé, c'est-à-dire par exemple le différentiel d'espérance de vie entre les ouvriers et les cadres dans ce pays-là, fait de la France un des pays les plus inégalitaires du monde. Nous sommes dans un bâtiment républicain. Comme tous les bâtiments républicains, on écrit égalité dessus. Et de fait, quand on regarde les données, on est un des pays les plus inégalitaires, socialement, territorialement, dans le domaine de la santé. Ceci nous interpelle évidemment collectivement. Je ne suis pas pessimiste, mais on est dans un monde créateur de risques, de façon extrêmement rapide. Pour toute une série de raisons, dans le livre, on en met 3 de l'avant. Premièrement, des nouvelles technologies qui se développent à très grande vitesse et qui sont mises sur le marché avant qu'on ait pu apprécier leur impact sanitaire. Deuxièmement, il y a un mouvement d'industrialisation des biens et des services qui fait que les risques peuvent se diffuser très rapidement. Voilà, on va juste aller prendre l'actualité des filières alimentaires, d'aliments industriellement façonnés. Bon, le cheval n'est pas toxique, mais quand une filière industrielle fraude de façon aussi massive, on imagine bien ce que ça pourrait faire en termes de risques sanitaires. Il a fallu 6 mois pour mettre en évidence cette fraude. 5 millions de produits ont été retirés du marché. On l'avait vécu d'ailleurs au moment du Prion également. Un défaut de qualité sur une chaîne de production peut se traduire par l'exposition de dizaines de millions de personnes à quelque chose de potentiellement dangereux. Et puis il y a l'urbanisation, c'est-à-dire là où 80% des Français vivent aujourd'hui et qui crée un paysage des risques assez radicalement nouveau, qu'incarne bien, par exemple, la pollution automobile, notamment celle qui est liée aux véhicules diesel, puisque les 3/4 de notre parc automobile est aujourd'hui dieselisé, et qui produit une surexposition aux particules fines, dont les dangers sont avérés.
et auxquels donc des dizaines de millions de personnes sont exposées. Si bien que, même si pour chacun d'entre nous les excès de risque sont faibles, quand 40 millions de personnes sont concernées, eh bien ça fait les estimations que vous avez peut-être vues dans la presse récemment, avec environ 40 000 décès dans lesquels l'exposition à ces particules fines sont contributeurs. Pas une cause unique, mais contributeurs. Le sociologue Ulrich Beck résume ça très bien en disant que cette nouvelle figure des risques correspond au triple effacement d'une frontière. On efface les frontières spatiales, un risque créé localement peut se diffuser aujourd'hui mondialement. Il y a une frontière temporelle qui s'efface entre le moment où une exposition potentiellement dangereuse est créée, le moment où le risque se réalise. Il peut se produire des années, voire des dizaines d'années. Le cas caricatural et dramatique est celui de l'amiante, avec une très longue latence de survenue des cancers entre le moment où les travailleurs sont exposés et le moment où les risques deviennent évidents. Et puis l'effacement d'une frontière sociale, puisque si longtemps on a eu des risques ouvriers ou des risques qui concernaient spécifiquement telle ou telle catégorie sociale, dans la société d'aujourd'hui, ces risques ne connaissent plus de frontières. Donc voilà le tableau des risques qui est commenté dans le livre. Et ce sur quoi nous insistons, c'est qu'en fait, une grande partie de ce qui empêche un véritable... Enfin, des controverses que nous vivons, c'est que quand on regarde bien les positions des différents acteurs, et nous avons vécu ça au moment du nanoforum du CNAM, derrière le mot risque, les différents acteurs ne mettent pas la même chose. Et de cela, il faut débattre. Pour les uns, pour parler de risque, il faut une preuve avérée que quelque chose est dangereux. C'est une position assez classique que les épidémiologistes incarnent, que les toxicologues incarnent, que les agences d'expertise incarnent également aujourd'hui. Et l'État a longtemps fonctionné en disant on va essayer de savoir la vérité et quand on aura la vérité, on agira. Pour les autres, dès qu'un doute est soulevé, on est dans une situation à risque. Et ça introduit évidemment le débat sur le principe de précaution, son contenu, sa portée, etc. Dans tous les cas de figure, aujourd'hui, ce à quoi on a affaire, c'est un tableau d'incertitude. Énormément de nouveaux facteurs de risque sont créés. Il est difficile, et cela prend du temps et un travail scientifique de grande ampleur, de bien cerner les dangers et les risques créés par ces nouvelles technologies. Et je pense qu'il y a dans notre société un consensus sur le fait qu'on ne va pas attendre d'avoir les preuves définitives de l'existence d'un danger pour pouvoir agir. Sauf qu'on voit qu'en matière de climat, par exemple, on voit bien que des grandes nations, les États-Unis, par exemple, mais pas que, refusent d'agir résolument pour nous préserver du réchauffement climatique au motif qu'on ne va pas bouleverser le mode de vie des Américains, alors que la preuve du changement climatique et le rôle, on l'a connu aussi en France, avec des gens comme les socialistes, comme Allègre, des scientifiques par ailleurs, mais pas dans ce domaine-là, pensent qu'il est prématuré d'agir tant que la preuve n'est pas rassemblée. Donc ce que l'on a aujourd'hui à gérer collectivement, ce sont des situations d'incertitude. Et bien face à cela, notre analyse, je comprends mieux aujourd'hui ce à quoi j'ai eu à faire face en exerçant des responsabilités administratives, notre analyse, c'est que l'État n'est pas prêt à faire face à ce type de figure. Quand on y réfléchit, c'est ça qu'on développe comme argumentaire dans le livre.
Nous avons un État qui, en grande partie, est issu de la conception napoléonienne de l'administration publique. Et Napoléon, c'est évidemment celui qui a doté la France d'un appareil administratif efficace. Il a créé les grands corps qui existent encore aujourd'hui. C'était assez génial à l'époque, vraisemblablement, parce qu'il mettait au cœur de l'appareil d'État le meilleur des compétences scientifiques et techniques existants, créant l'école polytechnique, l'école des ponts et chaussées, qui existait avant, mais qui a été rénovée, etc. Et ce qu'il a réussi à faire, et ce que ce système-là a réussi à faire, c'est à traduire en action des connaissances scientifiques avérées. Et ce système-là a fait de la France une des grandes nations industrielles du monde. Dans ce système-là, un jeu d'acteurs assez simple, triangulaire. Les acteurs, les experts, les opérateurs économiques a permis d'organiser le développement de notre pays. Quand il s'agit de gérer de l'incertitude, d'une part, l'État, l'organisation de l'État n'a plus la pertinence qu'il faudrait, et notamment la transversalité et la globalité des approches dont nous avons besoin pour gérer l'incertitude. Et nous sommes face à une pensée qu'on pourrait qualifier rapidement de cartésienne, qui rend nos politiques publiques, qui met les politiques publiques en difficulté quand il s'agit de gérer de l'incertitude et non plus des certitudes. C'est ça notre argument. L'État est extrêmement fragmenté, les départements ministériels, enfin tout le monde s'occupe de la santé, il ne faut surtout pas croire que c'est le ministère de la Santé qui gère ce domaine-là. Vous avez peut-être noté que quand on a retiré et redonné à l'entreprise Panguero un permis sanitaire d'opérer, c'est le ministère de l'Agriculture qui l'a fait, c'est pas le ministère de la Santé. Ce qui était également... Donc on a une sorte d'irresponsabilité. Il est très difficile aujourd'hui de savoir qui est responsable de quoi dans l'appareil d'État. La loi de santé publique 2004 rappelle dans son article 2 que la protection contre les risques est une responsabilité de l'État. Une chose est d'affirmer un principe et l'autre chose est de voir comment l'appareil d'État s'organise pour effectivement assumer cette responsabilité. Dans les études de cas qui sont développées dans le livre, une chose, et tous ceux qui sont dans les milieux associatifs le vivent parfois cruellement tous les jours, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Au niveau territorial, local, régional et national, il n'y a pas d'interlocuteur identifié porteur d'une responsabilité face à la protection des risques. Enfin, dernière caractéristique, nous avons en France une santé publique, c'est-à-dire une organisation populationnelle de la santé que j'appelle une santé publique mexicaine. Au sens où nous avons des capacités d'expertise dont on n'a pas à rougir. En toxicologie, même si on a pris du retard, ça sera comblé. En épidémiologie, où nous avions énormément de retard qui a été en grande partie rattrapé. En modélisation des risques, où la France dispose de compétences de bon niveau. Nous avons un niveau d'expertise qui est globalement équivalent à celui d'autres pays européens ou américains ou japonais. Le problème, c'est que sur le terrain, il n'y a personne. Il y a un déficit de professionnels de sécurité sanitaire et de santé publique sur le terrain. Et des politiques publiques, ce n'est pas juste prendre des décisions dans les ministères. C'est avoir des forces sur le terrain pour les appliquer. Et les appliquer, ce n'est pas juste l'inspection du travail pour respecter le code du travail. Ce n'est pas juste vérifier des normes. C'est gérer de l'incertitude.
et offrir à la population un cadre stabilisé, organisé, qui permet un traitement des plaintes et qui permet que, face à l'inquiétude, il y ait des réponses organisées. Et là-dessus, nous sommes en déficit, encore une fois, pas qualitatif, mais massivement quantitatif de compétences présentes sur le terrain. Le résultat de cela, il est clair, et nous le détaillons dans le livre, c'est une confiance, notamment dans les institutions, qui est à un niveau, dans notre pays, particulièrement bas. Alors, je sais bien que les Gaulois ont toujours eu peur que le ciel leur tombe sur la tête. Bon, on peut donner des explications faciles de ce type-là, mais quand on regarde les données internationales là-dessus, pour fixer les idées, si on prend un confiancomètre de 0 à 100, on aurait les sociétés scandinaves qui seraient à un score de 80, la plupart des pays industrialisés développés auraient un score entre 50 et 60, et la France est à 20. Donc là, il y a un phénomène particulièrement français. Les responsables à qui nous avons présenté ce livre nous disent, une des premières choses qu'ils nous disent, c'est oui, mais est-ce que ces problèmes sont franco-français? Non, ils ne sont pas franco-français. Ce qui est franco-français, c'est une organisation inadaptée de l'État qui produit un effondrement de la confiance. Et comme gestionnaire de risque, je peux vous dire que quand on n'a pas la confiance, on ne peut pas gérer de l'incertitude. On est parti de là, on était assez contents de nous. L'éditeur nous a dit, oui, enfin d'accord, c'est bien gentil, et maintenant on fait quoi? On s'est dit, oui, ça c'est vrai. On ne peut pas juste faire ce tableau, critiquer l'organisation de l'État, les déficiences de notre organisation collective face au risque, et donc on s'est lancé dans des propositions. Daniel va vous les résumer, mais je vous dis juste pour terminer cette partie que ce sont des propositions. Je redis ce que j'ai dit en introduction, nous avons besoin de débattre. Est-ce que les solutions que nous proposons sont les bonnes? Je vais vous dire très franchement, nous le savons. Il y a quelques principes auxquels nous tenons beaucoup, on va vous les présenter. Autour de ces principes, différentes organisations au niveau local, régional, national pourraient être envisagées. L'organisation intelligente, c'est celle qui sortira d'un débat collectif. Nous plaidons qu'il soit organisé. On ne sent pas pour l'instant un immense mouvement pour organiser ce qu'on pourrait appeler ces états généraux du risque, ce Grenelle du risque, ces assises du risque, enfin bref, ce que vous voulez. Mais il nous faudrait des milliers de débats à tout niveau, dans les entreprises, dans les associations de consommateurs, dans les territoires, pour qu'on arrive à trouver ensemble cette manière de mieux être préparé à faire face aux menaces de demain. Alors ce pacte de confiance sanitaire, Daniel va vous dire à quoi il pourrait ressembler. Merci beaucoup à votre tour de vous souhaiter le bonsoir et vous remercier d'être là. Juste avant de rentrer dans ces propositions qui sont encore une fois plus une ouverture au débat qu'autre chose, rajouter à toutes ces nouvelles figures de risque le fait que même sur les anciennes figures de risque, l'État et la France en général ne sont pas encore tout à fait au point, c'est-à-dire que ce sont des choses bien connues et bien balisées quand on va dans les territoires. La question de l'indécision persiste. Le décideur n'est nulle part, la coordination ne se fait pas, etc. C'est-à-dire qu'au-delà même de la grande, des grands risques de demain, déjà pour l'existant, on a aussi une organisation de l'État qui reste largement déficiente, et c'est important de le savoir, alors même que les bonnes volontés sont là, alors même que les compétences sont là. Et pour rebondir sur la question initiale de Dorothée tout à l'heure, c'est-à-dire au fond, vous nous avez interpellé en disant qu'il y a une époque un peu favorable à tout ça. Au fond, pourquoi est-ce qu'on écrit ce livre, on a écrit ce livre aujourd'hui au-delà de nos expériences? C'est qu'effectivement, il y a pour le moment un certain nombre de facteurs qui ouvrent la porte, potentiellement. D'abord,
quels que soient les domaines, on voit beaucoup de rapports qui expliquent qu'on n'a plus d'argent d'une part, et d'autre part, il y a beaucoup d'agences, d'autorités, de commissions, etc., qui doublonnent, qui ne se coordonnent pas, etc. C'est une des choses que l'on note aussi dans le domaine de la santé et des risques sanitaires. Donc, se dire après tout, faire mieux, c'est probablement imaginable. Deuxièmement, eh bien, il y a beaucoup de débats aussi, vous l'avez dit un peu en filigrane, mais il y a beaucoup d'initiatives de débats, des associations qui pèsent de plus en plus des choses qui sont. Il y a des énergies dont on sent qu'elles sont là et qu'elles sont prêtes à être mobilisées. Donc c'est extrêmement positif aussi. Donc c'est aussi une autre forme d'indication qu'il y a quelque chose qui est potentiellement prête, en tout cas favorable. Et puis le troisième point, c'est que ça traîne partout, l'innovation, faire autrement, faire mieux, et puis faire radicalement différemment. Et face à la question de la défiance qui est posée et qui est vraiment représentée dans tous les baromètres qui le démontrent, l'idée qu'on a eue, et c'est vraiment plus une ouverture du débat qu'autre chose, c'est de se dire qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour inverser ça, inverser cette tendance et restaurer la confiance. Donc on a beaucoup réfléchi à, dans le domaine sanitaire, qu'est-ce qu'il faudrait faire, quels sont les principes, les éléments importants pour restaurer la confiance, en réfléchissant évidemment à partir des constats, des carences, des déficiences qu'on a pu faire à travers toute notre expérience. La confiance est quelque chose qui se construit, qui se détruit vite mais qui se construit lentement, donc il faut le faire dans la durée. C'est quelque chose qui doit donner une lisibilité, qui doit prendre en compte la complexité, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui les niveaux territoriaux s'imbriquent, ils ne se coordonnent pas, les sujets peuvent être à la fois minuscules et partout et planétaires, etc. Donc il est important d'avoir des instruments qui prennent en compte l'ensemble de cette complexité-là et qui refabriquent de la légitimité pour les instances, les institutions d'une façon générale, qui aujourd'hui est largement perdue. Donc, comme l'a commencé à le dire William, on a d'une part un certain nombre de principes qui nous semblent fondateurs, refondateurs de la confiance, d'autre part une organisation mais qui fait un tout, qui permet de prendre en compte à la fois les questions territoriales, l'ensemble des parties prenantes, la diversité aujourd'hui des enjeux compte tenu de la transversalité des sujets, et puis le tout dans avec des organisations qui règlent des débats, qui permettent à la fois de penser les sujets en amont et aussi en aval, parce qu'en France, une politique publique, on décide, on a une loi ou un décret, etc., et il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement. Alors, s'agissant des principes, en gros, eh bien, la responsabilité, aujourd'hui, quand on regarde la plupart des sujets sur les sanitaires, c'est plutôt le déni, le contournement, le refus, les jeux du chat et de la souris. Donc, ce qui est important, c'est de fonder une responsabilité. Et une responsabilité, elle se fonde à partir du moment où il y a des décisions qui peuvent être claires, motivées, transparentes, opposables. C'est-à-dire, dans la plupart des cas, si on prend le diesel, par exemple, qui revient régulièrement comme un sujet public, et on a fait un exercice en disant, dans un monde idéal, qu'est-ce qui pourrait se passer autour du diesel, mais on en parlera un petit peu plus tard. La plupart des décisions aujourd'hui sont opaques, elles se font à la va-vite, dans une interministérialité qui organise des rapports de force, et certainement pas un débat avec des enjeux, des priorités, des choix et le temps de ces choix. Donc le deuxième point, pour qu'il puisse y avoir responsabilité et décision motivée, solide, il faut qu'il y ait justement explicitation des enjeux, des choix qui sont faits, des motivations pour lesquelles on peut préférer, après tout, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choix, et c'est le politique qui doit effectivement à un moment donné, tout en explicitant pourquoi il le fait, donner ses préférences et
ses décisions, les choix qui sont faits. Et pour ça, il faut de la collégialité. Et aujourd'hui, là aussi, la collégialité, c'est-à-dire l'ensemble des parties prenantes, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'instance aujourd'hui qui soit investie, qui soit identifiée comme capable, comme étant même responsable de ce genre de choses. Troisième point aussi, c'est la recherche de résultats. On décide, on norme, on interdit, on autorise quelque chose, mais on ne cherche jamais, dans la plupart des lois, à se dire, et William l'a rappelé même dans la loi de santé publique qui avait prévu sa propre révision, où dans certains cas, il y a un cas, une loi pour les déchets nucléaires où il était prévu qu'il y ait aussi une évaluation. Dans la plupart des cas, le sujet n'est jamais posé comme tel, c'est-à-dire quels sont les résultats qu'on cherche, quelle est l'efficacité, quelles sont l'efficacité des actions qu'on met en place, comment est-ce qu'on va les suivre, et comment est-ce qu'on va éventuellement on va les corriger. Et je prends un exemple, par exemple la politique vaccinale. Aujourd'hui, on a connu en 2011 une épidémie de rougeole. Quand on regarde ce qui se passe autour de la vaccination par le BCG, c'est la tuberculose, dont on voit bien que les épidémies n'ont pas disparu. Il y a en France une suspension de l'obligation vaccinale qui a été faite, mais assortie de recommandations extrêmement fortes. Personne, et ces recommandations en fait se sont évanouies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une situation de sous-vaccination des enfants, au regard même d'objectifs de santé publique qui sont importants, que tout le monde connaît, parce qu'on n'a pas suivi, parce qu'on ne connaît pas le système de soins, l'ensemble du système dans lequel qu'il soit libéral, qu'il soit institutionnel, dans lequel ça s'inscrit, etc. C'est-à-dire qu'une décision n'est jamais assortie de la connaissance intime, étroite, réelle, concrète des activités et des systèmes dans lesquels ça se produit. Donc les exemples, on en a plein du même genre. Et puis une décision qui puisse être assise sur une expertise pluraliste, c'est-à-dire qui inclut la notion du doute. Il y en a beaucoup ici même qui ont écrit sur le sujet, et ils ne sont pas les seuls. La question du doute, la question de la crainte, etc., sont aussi légitimes que la question de la connaissance, surtout quand on est face à des incertitudes. Et puis, avoir les moyens adéquats. Et si j'avais à résumer d'un seul mot, ça a été dit aussi par Dorothée, hein, l'ensemble de ces principes, c'est la pertinence. Et donc la pertinence, ça veut dire à chaque fois se poser la question de qu'est-ce qui est valable au regard des enjeux, des objectifs, des résultats qu'on cherche. Alors l'organisation à laquelle on a réfléchi, encore une fois, ce n'est pas la bonne solution, the one best way, c'est pas du tout ça. Mais au regard d'un certain nombre de constats, par exemple sur les ondes électromagnétiques, sujet que je connais bien, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, à une époque il y avait 3 instances d'expertise différentes qui, pour des tas de raisons qui s'expliquent et qui sont légitimes pour chacune d'entre elles, faisaient qu'elles ne se coordonnaient pas, qu'elles ne travaillaient pas ensemble, et qu'il y avait donc des failles. Bon, ce n'est pas tolérable aujourd'hui face à des situations qui peuvent être extrêmement dangereuses. Donc l'idée, c'est d'abord de regrouper l'ensemble des moyens, des agences, des compétences, des commissions, etc., au sein d'une, on a appelé ça autorité indépendante. Pourquoi ? Parce que l'autre modèle français qui existe et qui est doté d'une forte légitimité, c'est l'autorité indépendante du nucléaire, l'autorité de sûreté nucléaire, qui est une autorité indépendante. Alors, toute chose égale par ailleurs, on ne va pas du tout ouvrir le sujet du nucléaire aujourd'hui, mais du coup, cette agence-là, cette institution-là est dotée d'un certain nombre de pouvoirs, de légitimité, de pouvoirs de police. Elle existe dans le débat public, elle peut s'opposer, c'est-à-dire qu'il y a une dotation avec un nombre considérable de moyens qui lui donne la possibilité d'exister, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par exemple, des agences d'expertise, elles font un travail remarquable, mais quand on est sur la scène publique, aujourd'hui, parce que ce sont des instruments de l'État, les agences n'ont pas accès à cette scène publique, alors même qu'elles sont détentrices de beaucoup de connaissances, de beaucoup de savoir, mais elles n'y ont pas accès. Et ça fait partie du débat. Et il y a dans le livre un des exemples que William a vécu en tant que directeur général de la santé, c'est-à-dire que quand on peut
poser avec l'ensemble des parties ce qu'il en est de l'état de la connaissance ou de l'incertitude, la négociation, l'ouverture, le débat se pose dans des conditions tout à fait différentes. Or, aujourd'hui, ça n'est pas organisé en tant que tel, et pourtant ça a une efficacité, non seulement une efficacité, mais une sincérité. Ça permet d'organiser la sincérité des débats. Alors, on s'est dit aujourd'hui, ça sera peut-être plus concret, si par exemple il existait une telle autorité sur le sujet du diesel, qui est un sujet compliqué, qui revient, sur lequel les connaissances scientifiques sont établies depuis une vingtaine d'années, et pour autant c'est 75% du paysage urbain en France, donc avec un certain nombre de pathologies qu'on continue d'observer, avec une pollution ordinaire. Donc qu'est-ce qu'elle pourrait faire, donc de façon évidemment un peu rapide, qu'est-ce qu'elle ferait une agence de cette sorte? Ce qui veut dire qu'on est tout à fait éloigné d'une seule agence d'expertise centrée sur des compétences purement scientifiques. Eh bien, alors, un peu en vrac, non seulement d'abord elle vous mettrait en état actuel ces connaissances scientifiques, elle les expliquerait, parce que c'est compliqué. Quand on parle de 42 000 décès prématurés, et William, qui a un blog maintenant sur ces sujets-là, a essayé d'expliquer, parce que c'est important de le comprendre, c'est très compliqué à comprendre, il faut du temps, donc il faut des lieux, des acteurs qui puissent organiser et comprendre ça. Quand on comprend ça, on a déjà une vision et une appréhension du sujet qui n'est plus la même. On a une loi sur l'air qui organise un certain nombre de choses, des acteurs, etc. A-t-on évalué aujourd'hui ce que l'ensemble de ces dispositions ont comme efficacité au regard de la diminution de la pollution et des effets sur la santé? Non. De façon évidente, pour éclairer un débat de cette nature, une telle autorité, par exemple, pourrait faire ce genre de choses. Elle pourrait évidemment mettre à plat l'ensemble des enjeux, puisqu'on voit bien qu'il y a des industries, donc derrière ça il y a des emplois, il y a des concurrences industrielles qui sont importantes, il y a la santé de groupes de populations différents qui sont en cause, pour lequel disait un des contributeurs, le coût de l'inaction aussi, qui est connu, mais dont on parle relativement peu, qui est chiffré, je crois, à 40 milliards d'euros, c'est-à-dire que l'ensemble du coût reconstitué des pathologies pulmonaires et cardiaques qui sont attribuables au diesel, c'est 40 milliards d'euros pour la Sécu. Donc c'est aussi un poids important si on reconstitue l'ensemble des enjeux. Les allégations de santé, on a tous entendu parler du diesel vert. Qu'est-ce que c'est que le diesel vert? Aujourd'hui, l'Union européenne a parmi ses missions dans certaines agences d'aller approfondir les allégations de santé et de valider ou ne pas valider ce type de choses. Une agence de cette nature pourrait le faire, etc. Et j'en passe parce que... voilà. Donc on voit bien que une institution de ce genre modifierait complètement non seulement le type de compétences et le type d'approche même de la science, mais aussi de ce qui pourrait être la décision et l'association de l'ensemble des parties prenantes, parce que c'est un point important, c'est qu'une autorité de ce genre, pour débattre, énoncer, mettre à plat l'ensemble de ces enjeux et des idées autour de ça, organiserait le débat avec l'ensemble des parties prenantes. Et quand on dit l'ensemble des parties prenantes, c'est pas que l'État, les associations et les industriels, c'est aussi les collectivités territoriales. Elles ont un jeu important. Aujourd'hui, dans la réforme territoriale de l'État qui est prévue, ce sont les communes qui auraient, alors dans un cadre négocié évidemment au niveau de l'ensemble du territoire des régions, la responsabilité de la qualité de l'air, par exemple. Donc, de façon évidente, non seulement elles sont associées, mais associables aussi pour accompagner ensuite les décisions qui seraient prises, puisqu'elles ont une responsabilité. Ce genre de choses aujourd'hui n'est pas pensé, alors même que c'est au fond la reconstitution d'évidence de l'aspect systémique de tous ces sujets-là, parce que c'est évidemment ça dont il s'agit. Comme je suis un peu longue et qu'on a tous été un peu longs, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Et donc une autorité, notamment parce qu'on est en France, la conception institutionnelle même de la France, de l'État centralisé, d'une histoire qui est la nôtre, on ne peut pas à ce jour penser une autorité qui pourrait avoir aussi
la décision. On ne peut pas penser une autorité de ce genre qui soit de nature politique. Donc, une autorité qui serait extrêmement large dans ses compétences doit pouvoir éclairer et être articulée en interaction forte avec aussi un grand ministère des risques. Alors, c'est compliqué, un grand ministère des risques, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, les agences d'expertise, elles ont plusieurs tutelles. Nous avons dans la salle Régine Boutret qui est à l'ANSES. L'ANSES a 4 tutelles, c'est ça, hein, 5 agriculture, 4 agriculture, santé, travail. Les travail sont ensemble. Ils sont dans le même ministère. Et consommation. Et consommation, voilà. Enfin, bref, 4 ou 5, et on pourrait rajouter l'industrie, etc. C'est-à-dire que ces sujets-là sont transversaux par nature, concernent un certain nombre de ministères, et aujourd'hui, eh bien, c'est la compétition, la concurrence, des ministères plus forts que d'autres, les rapports de force, etc. Et non pas la question des risques et de la sécurité sanitaire qui les anime de façon collective. Donc, l'idée, c'est qu'avec une autorité qui pourrait avoir une telle éventail de compétences, et bien de l'autre côté, bien entendu, il faut, mais en articulation, pas de l'autre côté au sens de l'opposition, au sens vraiment de l'interaction, une organisation politique qui serait un grand ministère des risques, ce qui a déjà été proposé un certain nombre de fois et ce qui aujourd'hui n'est pas encore envisageable dans l'imaginaire politique, qui a plutôt tendance à multiplier le nombre de ministères qu'à les regrouper. Et puis, troisième chose, pour terminer, mais j'allais dire ça va ouvrir le débat, je vais mentionner la question des débats et l'organisation pérenne des débats. Troisième niveau, c'est le niveau territorial, puisqu'on voit bien que dans les territoires, il continue d'y avoir, même, alors là, pour des choses très anciennes, les incinérateurs, les déchets, les transports, les industries, l'activité quotidienne, habituelle des territoires, il continue d'y avoir beaucoup de difficultés, surtout quand on est dans des zones de concentration des points de vue environnementaux. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'interlocuteur unique, enfin bref. Donc l'idée, c'est justement de restaurer là aussi, pour construire cette confiance et la responsabilité. Alors, les agences régionales de santé ont opportunément été créées depuis 2 ans. En réformant leur efficacité, elles pourraient vraiment occuper ce rôle en articulation avec le niveau central, puisque à la fois c'est des représentants de l'État, mais aussi des représentants des agences d'expertise, donc occuper un rôle d'interlocuteur unique, de guichet unique des plaintes, des craintes, des menaces, des questions, etc., etc., et de désignation du décideur unique et du suivi, puisque, et ça les élus connaissent bien le sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur et que le sujet est un peu compliqué, etc., etc. Et du coup, eux sont interpellés dans leur responsabilité politique, en permanence, sans qu'il y ait la possibilité pour eux d'organiser avec les services de l'État et un interlocuteur unique qui se considère dans la même ligne, dans le même intérêt de la gestion des risques sanitaires, ces sujets-là. D'où donc le troisième point, c'est-à-dire la question du débat pérenne avec un certain nombre d'acteurs, aussi bien au niveau national, ce qui est fait dans un certain nombre de cas, là encore je repense à l'ANSES qui organise un certain nombre de débats, de discussions avec les parties prenantes, mais qui restent quelquefois peut-être confidentiel, et l'idée c'est pas que ce soit confidentiel, c'est que ce soit vraiment collégial, aussi bien au niveau national, j'ai les médias internationaux, parce qu'il y a des sujets qui sont pas que franco-français, et au niveau territorial, à la fois pour l'amont, pendant, mais pour accompagner le diesel, en admettant par exemple qu'une décision politique aille dans le sens du rattrapage fiscal. Il y aurait certainement beaucoup d'autres choses à faire. Enfin, en admettant qu'il y ait ça, par définition, ça va mettre en colère un certain nombre d'automobilistes qui ont acheté, qui ont cru les choses là. Mais l'explication et l'accompagnement qui permet de restituer l'ensemble des enjeux, qui permet d'expliquer les aspects collectifs qu'il peut y avoir, les aspects de santé, etc., aurait un rôle qui permettrait de sortir d'une réaction immédiate qui pourrait paraître auto-centrée, si j'ose dire, sur des questions purement économiques pour chacun des ménages. Donc on voit bien que ces sujets-là aujourd'hui n'existent pas. On est certainement dans une utopie qui au moins nous a fait plaisir
quand on l'a élaboré, mais peut-être que le temps est mûr pour que des choses radicalement différentes se passent, et on serait très heureux de vous entendre à votre tour. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc nous avons maintenant un beau panorama avec des perspectives qui rejoignent ou contredisent ou renforcent peut-être les visions des uns et des autres. On va essayer de discuter. J'ai appris pendant cette intervention que Marie-Odile Berthelin-Geoffroy n'est pas reconduite dans ses fonctions au parquet, donc service santé du parquet. C'est pour ça qu'elle est absente. Donc nous vivons un moment un peu particulier. J'aurais peut-être une première question avant que on ouvre ce dialogue plus largement. Un ministère du risque, est-ce que, dans tout ce que j'ai entendu de votre analyse, on est dans comment faire en sorte que les projets industriels soient raisonnables, se développent sans hypothéquer la santé des gens, mais aussi toute la chaîne alimentaire, c'est-à-dire tous les écosystèmes. Est-ce que c'est pas simplement une affaire de mettre en face des pôles de compétitivité, des pôles de responsabilité, ou mettre en face un ministère de l'industrie, un garde-fou, quelque chose, ce qui a déjà été depuis des années le ministère de l'Environnement, de tentatives de essayant de courir derrière pour ne pas pour protéger, pour faire moins mal, pour que ça soit pas trop grave. Donc environnement, alors on a mis environnement, on a santé, et puis là, risque. Mais moi, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que vous ne pensez pas que les citoyens comprennent aussi que, c'est ce que j'essayais de dire en introduction, que au-delà aussi de leur exposition corporelle et de la qualité de vie, ils cherchent une qualité de vie, un bien-être. On sait bien que la définition de la santé est bien plus large que simplement d'être bien portant. Est-ce que les personnes ne sont pas en train de souhaiter beaucoup plus largement d'ouvrir la balance bénéfice-risque à des choses bien plus fondamentales, qui est avoir une innovation qui soit raisonnable, qui soit responsable, qui soit durable, soutenable, voilà. Et donc là, par rapport à cela, est-ce que la seule solution n'est pas de poser plus largement la question, pas seulement sanitaire, mais d'une innovation harmonieuse? Et donc par rapport à cela, est-ce que la seule solution ne serait pas d'être, plutôt qu'un ministère qui viendrait tenter de contrebalancer, de travailler au sein même du ministère de l'Industrie pour des pratiques qui soient autres? Aujourd'hui, c'est que la France n'est pas le monde. Et donc, en admettant même qu'on arrive à rendre vertueux tous nos industriels, il y a ceux du reste du monde. On est dans un environnement globalisé. Ce qui est fait à tel endroit va venir en France. Donc, et les innovations, il y a certainement, justement, dans les débats, alors commençons par la France, si on y arrive, mais avant que ça se passe dans le monde entier, on voit bien la difficulté qu'il y a à avoir des organes de régulation mondiaux. On peut responsabiliser de plus en plus un certain nombre d'industriels, mais ça ne suffira jamais. Ça ne suffira jamais. Il y a des choses où les industriels, enfin je laisserai ensuite la parole à Olia, mais sur les nanotechnologies, sur la biologie de synthèse, etc., il y a des labos qui avancent parce que c'est leur métier d'innover, de faire de la recherche, etc. Ainsi est le monde, moi je crois.
Donc c'est la régulation le sujet. Moi, j'ai réfléchi à cette solution, mais ça colle pas. Si on avait un grand ministère de l'industrie, ça pourrait se discuter. Mais en fait, il y a des pans très importants de l'activité qui échappent à ce ministère. L'agroalimentaire, par exemple, l'industrie agroalimentaire, c'est pas le ministère de l'industrie, c'est pas rien en France. L'industrie énergétique, c'est pas le ministère de l'industrie. Donc lui-même est dans une organisation étatique qui le met en difficulté et qui fait qu'il n'a pas une pleine légitimité. Donc, face à ça, notre réflexion, c'est quoi? C'est ce qu'on a mis en évidence dans le nanoforum du CNAM, la nécessité d'intégrer les paramètres de sécurité sanitaire dans une politique d'innovation industrielle. C'est ça qu'on veut. Dans un pays qui n'a pas de politique de sécurité sanitaire. Il n'y a pas de politique de sécurité sanitaire en France. C'est-à-dire, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de moyens dédiés. Il y a un kaléidoscope d'actions, d'agences, d'administrations, une répartition des rôles entre les collectivités et les administrations déconcentrées de l'État, tout sauf clair. Donc si on veut donner un poids à la protection de la santé de la population, nous, on n'a pas trouvé d'autres moyens que de donner une visibilité à la question du risque qui est centrale dans l'organisation de notre société, dans l'appareil gouvernemental, et donc d'avoir une responsabilité politique sur les questions de risque dans l'appareil gouvernemental, avec un ministre qui élaborera une politique du risque, et ça c'est une responsabilité politique, c'est pas une agence qui peut faire une politique, c'est une responsabilité politique. Il faut... La question, c'est comment on crée, qui porte cette politique du risque. Et je ne crois pas que l'insertion au sein du ministère de l'Industrie en France, tel qu'il est organisé aujourd'hui, nous apportera un gain significatif de performance sanitaire de ce point de vue-là. Il faut regrouper, comme Daniel le disait, les fonctions d'expertise dans leurs différentes dimensions, y compris économiques. Si on reprend le cas du diesel, vous ne trouverez pas en France, c'est incroyable quand on y réfléchit, vous ne trouverez pas en France une expertise intégrée, comparant de façon transparente les impacts du diesel versus l'impact de l'essence. À la fois en transport interurbain, sur lequel il semble que le diesel a un avantage, et en transport intra-urbain, sur lequel le diesel a un désavantage. C'est une question compliquée. Elle touche le pouvoir d'achat, elle touche la politique industrielle de la France, avec des constructeurs automobiles qui ont tout misé sur le diesel, qui sont en difficulté aujourd'hui, dans un pays qui a plus de 3 millions de chômeurs. Est-ce qu'il faut en créer plus? Bon, ce dossier d'instruction globale mérite une expertise intégrée, pas juste pour dire les dangers et le nombre de morts prématurées, pour mettre sur la table l'ensemble des arguments et pour qu'une politique fiscale ensuite puisse être argumentée et être comprise pour qu'elle ait un sens. Après, les citoyens sont d'accord ou pas d'accord, mais là, sur quoi on serait d'accord ou pas d'accord? Les décisions sont prises au nom de critères qui ne sont pas publics, qui ne sont pas transparents. Et ça, notre position, c'est de demander une responsabilité politique qui s'appuie sur une grande agence, qui invente un nouveau modèle d'expertise,
pas juste de l'expertise technocratique, scientifique, épidémiologique, toxicologique, mais qui intègre l'ensemble des dimensions et dont le rôle est de fournir aux décideurs et aux citoyens l'ensemble des données. Et ensuite, il y a une responsabilité politique qui pèse le poids des différents arguments et qui tranche et qui choisit. Et après, on vote, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on proteste, etc. Et on proteste sur la base d'arguments dont on a besoin de débattre, y compris de débattre de leur validité. Le filtre à particules des diesels, on nous dit ça résout pas le problème des PM10. Je ne sais pas, je n'ai pas vu de données des particules de diamètre 10 microns, voire les particules de diamètre 2,5 microns, ou voire les particules ultra fines de l'ordre du micron qui pénètrent très loin dans l'arbre respiratoire. Les évaluations d'émissions de particules qui sont faites, quand on regarde les dossiers, elles ne sont pas faites avec des véhicules en régime urbain. Elles sont faites sur des véhicules qui roulent sur les routes. Donc, voilà, une agence d'expertise mettrait le doigt là-dessus en disant, vous, les industriels du diesel, vous voulez bien nous donner des données là-dessus pour qu'on puisse comprendre si on dieselise, comme on l'a fait, le parc diesel en milieu urbain, ce à quoi on va réellement exposer les populations urbaines. Pour moi, c'est une pièce qui manque dans le dossier d'expertise. L'essence émet des particules également. On a besoin d'avoir une vision comparative, validée, de ce qu'émet un type de carburant, un type de motorisation versus un autre. On ne l'a pas. Peut-être que les industriels ont ces données. Ils les ont. Je suis à peu près persuadé qu'ils les ont. C'est pas sur la place qu'ils ont. Après, ça se négocie à Bruxelles, ça se négocie dans les cabinets ministériels, mais c'est une décision qui échappe au débat citoyen. Comment voulez-vous construire la confiance dans votre citoyen? Alors, c'est à vous la parole, Jean-Paul. En fait, on est vraiment en convivial total, c'est tout à fait une voie de bon format. Finalement, on est entre nous. Et d'ailleurs, rapprochez-vous, parce que ça sera plus... Voilà. On va le faire. Merci pour vos propos qui étaient à la fois extrêmement clairs, très pédagogiques. Ils nous ont fait montrer ce paysage peu à peu. On l'a découvert peu à peu. J'avais imaginé moi-même de l'alimenter au plan historique, mais vous m'en donnez l'occasion là à propos de la question du diesel. Au fond, sur la question des transports, si on prend un peu d'histoire, l'Institut de recherche des transports, parce que quand même la recherche publique aurait dû servir partiellement à répondre à ces questions avant même d'alimenter des agences d'expertise dans lesquelles, effectivement, des capacités contradictoires de manière pérenne et permanente évolueraient. L'Institut de recherche des transports, quand il a été créé, avant même de donner l'INRETS, il y a eu une sorte de deal entre le pouvoir politique et les industriels qui a consisté à dire l'Institut de recherche des transports s'occupera des transports collectifs, il n'est pas question qu'il touche à la voiture individuelle. Vous comprendrez après pourquoi les compétences ne sont pas développées en même temps. Et donc l'expertise intégrée, effectivement, ne s'est pas faite à ce moment-là. Ensuite, et peu à peu, effectivement, cette expertise a percolé, mais vraiment peu à peu. Il y avait encore, il y a une trentaine d'années, des services d'études et de recherche dans les ministères, et donc, j'imagine également à la DGS, mais dans tous les ministères dans lesquels il y avait une capacité, d'expertise qui permettait la diversité et ensuite le débat entre ministères. Et là, je vais m'arrêter simplement pour dire que on pourrait avoir le sentiment
qu'une agence intégrée d'expertise pourrait être davantage encore que plusieurs agences le lieu de lobbying dans lequel effectivement on pourrait se trouver face à une forme d'expertise dont on peut évaluer laquelle elle serait. Donc il y a un danger aussi à cette formule-là. Je sais bien qu'il n'y a pas de formule excellente, mais celle-là pourrait être un danger. Et je préférais, encore une fois je vais m'arrêter là, je préférais à la limite qu'il y ait un débat contradictoire, éventuellement polémique avant de donner lieu à des controverses entre des ministères, mais effectivement avec des forces de recherche à l'intérieur, plutôt qu'une seule agence d'expertise. Moi, du coup, j'ai une question aussi. J'en profite, par mon personne pour l'instant. Vous avez beaucoup parlé de comment débattre et qu'il était nécessaire de débattre. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment débattre. Parce que, à mon sens, vous avez pris l'exemple du nucléaire. Il se trouve que je travaille un peu dans ce domaine, donc je ne sais pas pour revenir sur cette question-là, mais il y a des vraies questions, par exemple, sur l'organisation de la CNDP, des résultats qui sont produits par ces débats publics. En l'occurrence, par exemple, le débat de 2005 avait clairement fait montrer une appétence du public pour la solution du stockage dit de surface pérennisée. Or, il se trouve qu'on a dit on en a pris compte, mais on continue l'enfouissement géologique profond. Voilà, ce que je veux dire, c'est est-ce que il n'y a pas aussi une réflexion à avoir, au lieu de trouver des solutions toujours top-down, d'essayer de penser bottom-up un peu, et si vous voulez que le public, pas comme à Bure, se révolte et décide de plus jamais participer au débat public, pour regagner cette confiance, je pense qu'il faut aussi imaginer des nouvelles formes de débat. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que comme vous avez participé au Nanoforum, par exemple, qui est une nouvelle forme de débat, vous avez peut-être des idées dans ce sens. Dans le bouquin, on essaie de passer en vue un certain nombre de formes de dialogue. Alors CNDP, moi je suis extrêmement critique sur la CNDP, je l'ai toujours été. Pourquoi ? Parce qu'il y a un cadrage initial qui les contraint fortement. C'est-à-dire qu'il y a une lettre de saisine avec une demande qui n'ouvre pas un certain nombre de choses qui sont possibles et qui ensuite ne prend pas non plus, ne garantit pas qu'un certain nombre de choses qui peuvent émerger des débats divers et variés puissent être effectivement suivis des faits. Je prends un exemple sur la ligne à haute tension du Nord-Cotentin que William connaît bien. Et à un moment donné, un certain nombre d'hypothèses, d'idées qui ont été mises autour d'une cohorte ou d'un suivi épidémiologique, et ça n'a pas été fait parce que le préfet de région a refusé, point, c'était fini, etc., etc. Donc le cadrage au départ, qui restreint considérablement, il ne dit pas est-il opportun de faire, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour construire telle chose en gros. Donc on est déjà dans quelque chose qui est dans notre jargon, une path dependency, une dépendance au sentier, puisqu'on a déjà prévu de faire quelque chose, et non pas d'ouvrir. Et puis deuxièmement, parce qu'il n'y a pas de garantie de suivi. En tout cas, moi, c'est mon avis. En revanche, sur les ouvertures et les innovations, et il y en a plein. Il y en a plein. Simplement, le problème, c'est que souvent, les débats ou les dialogues, c'est dans l'urgence, parce qu'il y a un problème critique, et à ce moment-là, c'est en général sous l'égide d'un préfet, et il a deux objectifs, c'est éviter l'inflation de ceci et de cela, et calmer le jeu, et on est dans du top-down. La CNDP, ça reste de cette nature-là, et en revanche, il y a de temps en temps des choses comme le Nanoforum ou d'autres formes aussi, qui sont beaucoup plus égalitaires, en quelque sorte, et souvent ce sont des élus qui mettent ça d'ailleurs en place parce qu'eux-mêmes sont confrontés à une impossibilité parce qu'il n'y a pas de service de l'État, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de décision, il y a un vrai sujet et leur responsabilité politique est engagée. Donc souvent c'est ça, mais il y a en revanche l'institutionnaliser avec des méthodos qui puissent justement garantir l'ouverture, la diversité, la pluralité, le faire de façon pérenne et non pas juste quand il y a un truc aigu, etc., etc. Il y a probablement des choses à imaginer. Alors, je vous signale aussi qu'il y a en gestation un commissariat général à la stratégie et à la prospective, dont une des missions serait de construire
pour la France, entre guillemets, enfin, être un peu la référence méthodologique sur les sujets de concertation et de dialogue. Vous pouvez juste préciser ce que c'est que le CNDP? Pardon, Commission nationale du débat public, qui a aussi des commissions particulières de débat public. Donc il y a des saisines de l'État qui sont faites, par exemple sur le Notre-Dame, le 3e aéroport de Nantes, sur les lignes à haute tension, les grands équipements. Et puis ensuite, il y a des commissions particulières sur des sujets plus étroits, où j'avais participé une fois, parce que j'avais travaillé là-dessus, sur le sujet des boues d'épuration et de l'épandage agricole. Il y a, je sais pas, enfin, des tas de sujets comme ça, un incinérateur. Commentaire peut-être. Regardez le document là qui vous a été distribué. Et regardez ces signatures. C'est pas banal, quand même. Vous avez des administrations centrales de différents ministères, vous avez des scientifiques, vous avez des organisations non gouvernementales, vous avez des diagoras. Pourquoi on est arrivé à ça? Ben, justement parce qu'on n'a pas contraint le débat. Et on s'est dit qu'avant de proposer des réponses, il fallait qu'on essaye de définir les enjeux. Et c'est intéressant de voir que quand on organise de façon loyale, avec des règles annoncées à l'avance, un comité d'organisation pluraliste, pas que les administrations publiques, pas que les scientifiques, et qu'on dit, on va d'abord se poser pour définir les problèmes qui se posent à nous. Sur les nanotechnologies, ces différents acteurs ne sont pas d'accord entre eux. Normal. Mais ils ont signé ensemble une définition des enjeux que nous allons résoudre. Ce que ne fait pas suffisamment la CNDP, c'est de prendre ce temps. J'ai commencé en disant les différents acteurs ne partagent pas la même conception du risque. Cette divergence-là, vous ne pouvez pas construire une politique valable si vous ne l'explicitez pas. Il faut passer du temps à définir les problèmes, alors que trop souvent, on est tout de suite orienté vers les solutions. Et c'est parce qu'on est entièrement orienté vers les solutions que très vite, un certain nombre de groupes se disent « Non, là, ils nous organisent un débat qui est déjà orienté, on ne sera pas complice de ça, et on préfère rester à l'extérieur, et on n'arrive pas à construire des solutions. » Une des voies de débat, elle est là, déjà. Permet, avec des règles de débat, et des garants de la réalité de ces règles, permettent qu'on réfléchisse ensemble à l'étendue et à la nature des enjeux qui se posent à nous. Et c'est très intéressant de voir qu'à ce moment-là, on peut écrire des textes ensemble. Et le résultat, vous voyez bien qu'il n'y a pas une séance du Nanoforum qui a été perturbée. Pas une. Et vous savez que la majorité des sessions publiques de la CNDP sur les nanotechnologies n'a pas pu se dérouler. Donc il faut créer des modalités de débat dans lesquelles les gens se reconnaissent, dans lesquelles ils sentent qu'ils peuvent exprimer leur intérêt et que les jeux ne sont pas cadrés, comme disait Daniel, d'emblée, et qu'il y a au contraire un jeu de définition de problèmes et de solutions qui est possible. Et on a plein d'expériences en France où on peut y arriver. Et il y a évidemment des expériences étrangères aussi qui montrent qu'on peut créer de l'intelligence collective. Et que quand on se met à réfléchir de cette façon-là, on met le doigt sur une nature de problème qui est beaucoup plus riche que celle dont chacun des acteurs est porteur avec sa vision. Mais on peut faire en sorte que les acteurs, au lieu de s'invectiver, au lieu de s'affronter directement, dans un cadre, encore une fois, avec des règles définies,
arrive à une définition commune des enjeux. On n'a peut-être rien résolu, mais si on ne fait pas ça, on ne peut rien résoudre. Est-ce qu'au niveau de l'Europe, il y a des réflexions à ce sujet-là? Sujet des débats, on dit? Oui, sujet de débat collectif, citoyen, au niveau européen. L'Europe, la question de l'existence institutionnelle est très, très, très importante. Si on est dans un État centralisé ou un État fédéral ou, en l'espèce, dans les institutions européennes, le sujet est différent. C'est-à-dire qu'il y a un Parlement, il y a une commission, il y a un peu, à l'image des États-Unis, une reconnaissance des lobbies, c'est-à-dire que là-bas, c'est pas un gros mot, hein, les lobbies ils existent, ils font valoir leur point de vue, ils ont une note argumentée, etc. Et à peu près tous les sujets sur lesquels il y a des réflexions de livres blancs, des communications, etc., enfin, tous les instruments d'action européens en tant que tels, font l'objet d'enquêtes, d'études, sont postés de forums, etc., auxquels chacun est invité, que ce soit en tant qu'institution, lobby, syndicat, représentant professionnel ou à titre personnel. Et puis la synthèse est présentée. Mais en tant que débat, les débats, c'est très souvent encouragé d'une façon ou d'une autre, mais à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas en tant que tel de réflexion en disant il y a des méthodos, des choses comme ça. En revanche, quand il y a un sujet donné un peu épineux, je pense à la question des ondes électromagnétiques, parce qu'il n'y a pas qu'en France que le sujet a fait beaucoup bouger les citoyens, dans les communications, des guides, des choses comme ça, la question du débat et des interactions avec les groupes sociaux est évoquée, sans qu'il y ait forcément, à ma connaissance toujours, hein, quelque chose de large, plus large qui soit. L'impression que ça me donne, c'est qu'il n'y a pas de doctrine en Europe. En ce sens-là, je ne suis pas sûr qu'il y ait une véritable réflexion. Mais il y a des lieux de débat. Sur le champ électromagnétique, il y a un peu plus d'1 an, j'ai participé à une session à Bruxelles qui était extrêmement intéressante parce qu'il y avait dans la salle des politiques, des industriels, des associations remarquablement compétentes qui connaissaient le fond du dossier, qui savaient poser les questions et définir l'étendue des incertitudes. Et il y avait bien sûr les fonctionnaires de la commission. Et ce type de réunion a lieu, à ma connaissance, chaque année. Donc il n'y a pas de doctrine à proprement parler, il n'y a pas de méthode qui fait que, par exemple, toute décision ou toute directive européenne doit être précédée d'un débat qui respecterait des règles. Je n'ai pas connaissance de cela, mais on voit bien qu'on a une technocratie qui est assez consciente du fait qu'il faut débattre avant de décider. Sur les nanos, on a participé aussi à des séances de discussion assez ouvertes sur le sujet au niveau européen. Tu as dû y participer aussi. C'est assez difficile hein, de mettre ensemble le paysage à la fois de tout ce qui est technology assessment, avec donc des pays qui ont des pratiques extrêmement variées, avec le Raton Institute, enfin, aux Pays-Bas ou le Danish Board of Technology, enfin, des lieux où véritablement, au lieu d'avoir notre office parlementaire qui fait juste des auditions, il y a des pays qui ont vraiment des pratiques de débat très dédramatisées. Donc là, il y a des cultures qui gagnent à vivre comme cela. Mettre ça en relation avec les tentatives de Gérard Nesta, qui était l'ancien président du Parlement européen, qui a beaucoup joué pour des participations citoyennes sur des sujets assez variés, mais qui n'étaient pas spécialement liés à la santé ni aux technologies.
et de mettre ça en relation avec ce qui est soutenu par les commissions européennes, quand on pense à nanodialogue, à tout un tas de processus qui s'apparentent quand même beaucoup à quelque chose qui n'est pas très loin de la processus de communication, ou en tout cas d'un système de diffusion de la culture scientifique, hein, un petit peu comme on a avec les CCSTI. Tout ça fait un paysage assez confus, et le vrai problème, c'est véritablement de prendre au sérieux effectivement les méthodologies. Dire qu'on a l'impression que, oui, on va faire un petit débat, quoi. Ça va faire un peu de sauce, quoi, pour le plat final. C'est vraiment pas pris au sérieux, c'est impressionnant cette chose-là. Alors même qu'on pourrait, comme on a essayé nous dans une fiche qu'on a en ligne qui s'appelle Phare et Balise, d'expliciter les conditions précises qui font que de la confiance est possible, et particulièrement ce point clé qui est de assumer une problématisation. Et nous, à Vivagora, au bout de 10 ans d'expérience, on a bien vu que quand on faisait nos comités de pilotage initiaux, il fallait résister aux experts pour dire mais non, le sujet n'est pas technique, il est politique. Et quel est le problème qu'on veut assumer collectivement? Quels sont les problèmes qu'on veut lister les uns après les autres? Et ça, si vous voulez le laisser guider par le monde académique, quand vous faites un comité de pilotage, ils vont juste vous expliciter une série de questions techniques et qui ne vont pas être des problématiques politiques, c'est-à-dire les défis communs, quoi, du monde commun. C'est ça qui... Et je trouve qu'on ne progresse pas. Moi, je n'ai pas l'impression qu'au bout de 10 ans, dans des lieux... moi, je suis dans une commission particulière du débat public sur l'éolien en mer, ça reste le système de la CNDP, avec des grosses difficultés qui sont simplement que même le dossier d'information est assumé par le maître d'ouvrage. Donc déjà, ça ne va pas du tout. Il ne va pas être compétent, EDF ne peut pas être compétent pour parler des études d'impact sur le banc de Guérande. On lui demande de le faire. Donc il y a une distribution des rôles qui ne va pas du tout. Oui, je voudrais juste commencer par une anecdote. Vous parliez des particules diesel. En fait, il y a 7-8 ans, à un moment où je voulais changer de véhicule, je m'étais renseigné, j'ai lu un article où on précisait que les particules de diesel étaient moins nocives que les particules d'essence. Bon, ça c'est juste une anecdote. Maintenant, ça a dû changer depuis. Tout ça, on en parle effectivement dans la presse, on parle des OGM, on parle des particules diesel, on parle comment on appelle ça, les particules fines, vous avez parlé tout à l'heure, qu'on mettait dans les toits, la fibre de verre, etc. Vous avez parlé des poumons, vous avez parlé de santé, vous avez dit que pour les particules diesel, ça a causé environ 45 000 morts prématurées en France. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a 60 000 morts prématurées en France dont on peut éviter, c'est ceux qui meurent des effets du tabac. Pourquoi on ne parle pas d'effets du tabac? Il y a un lobbying si puissant que ça qu'on n'en parle jamais des effets du tabac. Et pourtant, moi je suis très concerné parce que j'ai le 5e membre de ma famille qui va mourir dans quelques semaines des effets du tabac. Ils sont tous passés avec l'oxygène, etc., etc. Donc croyez-moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais j'en entends jamais parler ailleurs dans la presse. Et vous-même, là, vous n'en parlez pas. Pourtant, c'est un livre sur la santé. Non, c'est un livre sur la sécurité sanitaire. J'ai défini le champ du livre. Les risques collectifs. Les risques dont on ne peut pas se protéger tout seul. Et le tabac, c'est pas un risque collectif? Non. Tabagisme passif. Voilà. Sous l'angle du tabagisme en milieu de travail ou du tabagisme passif, oui. Sur ce point-là, on ne peut pas dire qu'on est resté inactif. L'exposition involontaire à la fumée de tabac a quand même grandement diminué. Donc, sous l'angle de la sécurité sanitaire, on ne peut pas dire qu'on n'a pas traité. Le problème, ça a été difficile. Moi, je n'y suis pas arrivé. Comme directeur général de la santé, je n'y suis pas arrivé. Ce qui a permis de débloquer le sujet,
c'est que des employeurs se sont fait condamner parce que leurs employés, c'était les cafés-restaurants, parce que leurs employés avaient eu un cancer du poumon, et que l'expertise médicale a dit que c'était l'exposition au tabagisme passif qui les avait rendus malades. Et ça a tout débloqué, parce qu'à ce moment-là, les employeurs eux-mêmes ont été demandeurs d'une disposition qui les protège. Donc on ne peut pas dire que le sujet n'est pas à l'heure du jour. Après, il y a un immense sujet qui est celui des addictions. Au tabac, à l'alcool et aux différentes drogues, voire aux médicaments. Mais ce n'est pas... Notre livre ne parle pas de ce type de risque-là. Ce n'est pas un livre sur tous les problèmes de santé. Agir sur les addictions, c'est un cadre de réflexion qui est différent de celui de la gestion des risques collectifs. Maintenant, si vous me dites, tant qu'on n'a pas réglé le problème du tabac, c'est pas la peine de s'intéresser aux autres risques, qui est un argument très souvent servi par les industriels pollueurs, je dis évidemment que je ne suis pas d'accord. Rien ne se compare au tabac. Un produit de consommation qui tue un consommateur sur 2, c'est imbattable, enfin imbattu. C'est absolument remarquable comme performance. Donc si on dit tant qu'on n'a pas réglé le problème du tabac, s'intéresser au reste, c'est futile et marginal, je dis que ce raisonnement-là va nous empêcher de nous préparer au risque de demain. Mais ce que vous dites est par ailleurs exact. Nous avons, on est effectivement, on laisse sur le marché des produits extraordinairement toxiques. Que faire? L'interdire? Bon, voilà. Après, on va rentrer dans toutes sortes de débats sur qu'est-ce qui est efficace. Quand les Américains ont voulu interdire l'alcool, on a vu ce qui s'est passé. Voilà, c'est vrai qu'après, il y a une réflexion politique de santé à faire, mais notre livre n'est pas là-dessus. Il est sur les risques dont on ne peut pas se prémunir tout seul, qui demandent un effort organisé de la société. Oui, c'est une réflexion tout à fait riche. Je partage tout à fait effectivement le constat qu'on est dans une période de transition. Il faut qu'on repense les choses, qu'on repense y compris la dimension institutionnelle, parce que aussi la société a bougé. Je crois qu'on peut s'en féliciter d'ailleurs, parce qu'il y a une maturation de ce point de vue-là. Alors, évidemment, on voit bien qu'on ne peut pas mener une expertise sanitaire une expertise de sécurité sanitaire sans toute la dimension coût économique, sans toute la dimension sociétale. La question des OGM, peut-être que la question sanitaire est finalement assez marginale. Que le vrai problème est beaucoup plus peut-être l'organisation de l'agriculture. Parce qu'il veut dire que le coût sanitaire ne mérite pas d'être évalué, et on voit bien l'enjeu. Ça, c'est aussi un point sur lequel je pense qu'il faut aussi débattre, c'est tout l'enjeu autour de la déontologie d'expertise. On a un peu avancé avec la loi, même si elle va pas assez loin. Alors c'est vrai, bon, la tentation, effectivement, c'est de répondre avec ce ministère des risques. Je crois que c'est une idée qui mérite effectivement d'être débattue, bien sûr. Alors, est-ce que la question n'est pas tout simplement dire que le ministère des risques, c'est le Premier ministre aussi? C'est une question qu'on peut, parce que finalement, c'est là où ça converge, parce que c'est extrêmement politique. Est-ce que l'évolution, quand même, ne peut être pas... Il me semble que l'enjeu aussi par rapport au risque, c'est, si on le positionne sur le risque, on a toujours cette approche assez négative. Je crois qu'il faut arriver à renverser dans le débat public le débat. Il faut avoir une perspective, je dirais, optimiste, non pas parce qu'on serait comme ça dans l'optimisme béat, mais parce qu'on a aujourd'hui, je pense, qu'il faut trouver les solutions pour répondre à la question qui est la crise écologique, en fait. Parce que fondamentalement, la question n'est pas celle-là. Alors moi, je serais tenté de rebondir à cette proposition du ministère des risques en disant, faisons plutôt un ministère de la transition écologique, qui aurait effectivement cette mission de démoustiller et de bagarrer contre les autres ministères, en disant, voilà, moi j'ai ce mandat politique qui m'est donné,
préparer la transition écologique. Alors, bon, on en a parlé à la conférence environnementale, on en a parlé, mais ce qui a suivi est extrêmement limité, décevant. Mais ceci étant, les faits sont têtus, il faudrait bien se coltiner cette réalité. Il faisait référence effectivement à cette négation, cette négation de la crise climatique par les États-Unis. Ceci étant, ils sont au premier rang pour subir les conséquences de cette crise climatique. Donc ils vont bien être obligés de s'en occuper. Il y a quelques évolutions dans ce sens-là. Alors, est-ce que c'est pas cette question-là qui doit être posée finalement, le ministère de la Transition écologique, parce que en définissant bien ce que c'est que la crise écologique. Je pense, moi je plaide pour qu'on complète effectivement la définition de la crise écologique, qui aujourd'hui se définit à partir de la crise climatique, à partir de la crise de la biodiversité, à partir de la crise de l'épuisement des ressources naturelles. La quatrième crise, pour moi, c'est la crise sanitaire, parce que c'est la variable d'ajustement actuellement. Le développement s'est fait sur un coût sanitaire qui n'a jamais été évalué, et aujourd'hui tout ça nous revient au boomerang. L'implosion ou l'éclosion, comme on veut, mais plutôt l'implosion des systèmes de santé devant l'épidémie de maladies chroniques, qui n'est pas un phénomène uniquement français, qui n'est pas un phénomène uniquement des pays développés. Les derniers rapports, et moi j'étais très frappé par le rapport qui est paru dans le Lancet en décembre, Global Burden of Disease, qui dit que le phénomène a évolué beaucoup plus vite qu'on le pensait. Le phénomène est mondial aujourd'hui. Donc on est bien à ce niveau-là, une crise planétaire. Et je crois qu'effectivement, si on situe le problème à ce niveau-là, eh bien, il faut trouver la réponse à cette crise, parce que qu'est-ce qui est en cause? C'est l'avenir de la planète et l'avenir de l'humanité sur cette planète. Et là-dessus, on doit arriver à un consensus, quels que soient les intérêts des uns et des autres. Si on crée effectivement le débat à partir de ça, après on peut peut-être avoir un niveau d'exigence par rapport au risque. Ma crainte, on le voit bien, l'exemple du diesel, il est très bien choisi. C'est des choix qui ont été faits en écartant totalement l'évaluation du coût sanitaire, totalement. Ça s'est fait aussi avec ce qui a été la pratique administrative, effectivement, une espèce de connivence qui allait de soi entre le niveau politique et le niveau économique. Donc c'est de ça dont il faut sortir. Donc l'enjeu, effectivement, autour de cette sortie de crise, de la crise économique, c'est effectivement l'enjeu démocratique. Tout ça doit déboucher à un moment ou à un autre sur des débats, mais aussi sur des votes. Et ça doit faire partie du débat politique aujourd'hui. De fait, aujourd'hui, c'est toujours considéré comme quelque chose à la marge, mais c'est notre cœur du débat politique. Je pense que si on arrive à faire en sorte que la question du débat sur la sortie de la crise, la réponse plutôt à la crise écologique, qui aujourd'hui n'est pas considérée et devient un enjeu central lié aux politiques, peut-être qu'on trouvera la réponse à toutes ces interrogations. Enfin voilà, moi je vous lis un peu à chaud mes réflexions, mais je trouve que c'est très bien de poser la question en termes d'un ministère qui dépasse en fait les ministères actuels, ce qui ne veut pas dire que ces ministères doivent disparaître. Ça n'aurait pas de sens, mais un lieu plus pertinent en tout cas pour répondre à l'ampleur de cette crise. Non, merci pour ça. Voilà, dans notre conclusion, on donne un certain nombre de messages clés, un certain nombre d'acteurs, et on dit aux partis politiques, saisissez-vous de ça. Il n'y a pas beaucoup de partis classiques parmi les partis de gouvernement qui travaillent à ce projet-là. On leur dit, saisissez-vous de cet objet éminemment politique pour réfléchir et faites des propositions au pays. Que ça fasse partie des programmes sur lesquels on prend position au moment des élections. Oui, ça mérite tout à fait d'être envisagé, mais, opinion personnelle, je ne pense pas qu'on puisse organiser la vie d'un pays avec 40 ministères. C'est ce qu'on a. Avec 40 quoi? Ministères. Le gouvernement fédéral américain, c'est 12. Donc là, il y a des pratiques politiques auxquelles il faut réfléchir. C'est impossible aujourd'hui de faire face à la globalité des enjeux avec une fragmentation de la responsabilité politique que l'on a. Après, la question que tu poses est excellente. C'est quelle est la grille de regroupement? Ça mérite un vrai... Ça, c'est un débat très intéressant. Nous, par culture, et puis voilà, on dit... centrer le problème sur la question du risque
parce que la manière dont on fait face à l'incertitude est le grand défi collectif qui nous est posé pour la survie de cette planète, la survie de notre espèce. Mais rentrer dans une grille qui serait de nature écologique peut tout à fait se débattre de façon intéressante. Et là, on touche bien à un point qui dit, comme on dit, il nous faut débattre des risques. Il nous fait une proposition un peu provocatrice. Voilà, pour ça, pour dire, voilà un scénario possible, et il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Et celui que tu esquisses, on est un autre qui mérite valablement, absolument, d'être débattu collectivement dans ses avantages et ses inconvénients. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Quel rapport de force va créer ce regroupement plutôt qu'un autre? Et nous, on est plutôt parti d'une grille dans laquelle, dans l'appareil d'État aujourd'hui, dans les politiques publiques, dans les décisions politiques, la sécurité sanitaire n'est même pas une variable d'ajustement. Elle n'existe juste pas. Juste en complément, je crois que le problème, c'est que justement, il n'y a pas plus de volonté politique aujourd'hui de poser la question des enjeux de la transition écologique, et on voit bien, sachant que c'est le mot transition aussi qui en fait, va induire beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans transition, il y a l'ensemble du calendrier des ajustements, et les ajustements entre différents enjeux, parce qu'on ne peut pas, surtout dans un contexte qu'on connaît aujourd'hui, faire l'impasse sur les questions économiques, de chômage, de précarité, de financement de tout ça, parce que c'est une réalité, c'est la réalité sur laquelle les prochaines élections vont faire écouter le monde. Et la deuxième chose aussi, c'est que quand on regarde, alors même que c'était une avancée, que ça a produit beaucoup de choses, le ministère de l'écologie aujourd'hui est quelquefois un de ceux qui refusent de porter des sujets sanitaires. C'est aussi une réalité à aujourd'hui. Donc c'est pour ça, enfin voilà, tout ça. Mais le débat sur un ministère des risques ou de la sécurité sanitaire, parce qu'on a beaucoup débattu, on n'était pas toujours d'accord, même loin d'être souvent d'accord. C'est pour ça qu'on est parti sur une autorité qui traite des risques, avec vraiment l'idée de construire la question de l'incertitude au cœur, avec un risque, il y en aura toujours, donc il faut toujours travailler. Et la sécurité sanitaire du côté politique, parce que c'est la responsabilité d'assurer la sécurité. Donc ça, c'était déjà une première chose. Moi, j'étais plutôt partie sur quelque chose, c'est la responsabilité du Premier ministre, parce que c'est transverse et qu'il y a tout dedans. Mais dans la connaissance actuelle aussi du système français tel qu'il en est, et avec 40 ministères, si déjà le même ministère des risques de sécurité sanitaire, on aurait avancé. Voilà. Alors, avant de donner la parole à Fabienne, je voudrais voir si vous avez d'autres questions. Je voudrais voir si voilà, qu'on gère les 5-10 dernières minutes. C'est Jacques, c'est ça, hein? Je le reconnais bien, un lanceur d'alerte. Donc, deux questions, il nous reste à prendre. Donc, Fabienne. Merci Dorothée. Je voulais suivre ce que tu venais de dire, notamment le sujet n'est pas technique, il est politique. Vous venez de dire qu'en tant que directeur de la santé, vous n'avez pas pu vraiment influencer le problème du tabac en France, que c'était venu à partir d'entreprises privées. Vous ne pensez pas à partir du juge. Oui, enfin, bon. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une autorité indépendante ne viendra pas encore alourdir le millefeuille actuel de l'administration française? Croyez-vous vraiment à une meilleure transparence? Et la deuxième question? Alors oui, Jacques, dans la foulée. C'est autant un commentaire qu'une question. Je reprendrai l'exemple du diesel qui décidément est un très bon exemple. Vous avez parlé, William Tabb, de ces grands trous noirs que constituent les évaluations de pouvoir polluant du diesel comparé à celui de l'essence. Ce sont essentiellement des problèmes techniques. Par ailleurs, vous avez dit qu'il est dommage qu'il ne puisse pas y avoir de débat
car derrière, il y a des considérations qui sont d'ordre social, sociétal, voire et surtout économique, financier, chômage, etc. Et ne doit-on pas faire comme ça se fait d'ailleurs actuellement au niveau de l'ANSES ou au niveau de l'Agence d'évaluation des médicaments? Il existe des comités d'experts qui sont chargés d'évaluer d'un point de vue strictement technique sur saisine, soit du gouvernement, soit des associations de consommateurs, qui sont chargés d'évaluer des problématiques. Ce sont généralement des gens compétents, ce sont des experts. Nous sommes dans le domaine de l'évaluation du risque et qui est très différent de celui de la gestion du risque, qui est un problème qui est généralement politique. Dès l'instant que l'on fait cette distinction comme elle est faite actuellement, avec des améliorations sans doute qu'il faut effectuer, ne peut-on pas justement alimenter ensuite le débat, car derrière vont être confrontées des positions, des postures qui risquent d'être extrêmement tendues, voire conflictuelles, mais on aura au moins avancé sur un sujet. Personnellement, je ne parle que de sujets sur lesquels j'ai une compétence. Pour le reste, savoir si le diesel est plus dangereux, les particules émises par le diesel sont plus dangereuses que celles d'un moteur à essence, je n'en sais rien. Car en plus, il faudrait parler des concentrations. C'est peut-être beaucoup plus dangereux pour le diesel, mais la concentration est peut-être beaucoup plus... Je n'en sais rien, je ne suis pas compétent, et donc je me tais. Arrive pour une petite question surprise. Cerise sur le gâteau, j'imagine. Très. C'est la première fois que j'entends parler de cette commission nationale de débat public. Donc, vraiment, est-ce que vous pourriez en dire quelques mots, sa genèse, et quelles sont ses compétences, et qui est impliqué, les citoyens ou qui voilà. Je commence sur votre question. Il ne s'agit pas juste de créer une grande agence qui va regrouper la quinzaine, au minimum la quinzaine d'agences existantes. Ça, c'est une tentation technocratique qui plaira beaucoup à Bercy, mais qui n'a pas de sens. Il y a une dispersion des capacités d'expertise qui fait que le système est sous-performant. L'ANSES fait un travail remarquable avec les moyens qu'elle a, mais une véritable expertise du niveau qu'on a besoin, c'est pas juste de réunir des groupes d'experts. Quand on met sur le plateau d'une balance ce que c'est que l'expertise aujourd'hui dans le domaine du nucléaire par rapport à l'expertise dans l'ensemble du domaine de la sécurité sanitaire, le déséquilibre est frappant. L'Institut de recherche de radioprotection et de sûreté nucléaire, c'est gros comme l'INSERM en budget et presque en poste budgétaire. Je ne prends pas position pour ou contre cette source d'énergie. Je dis que quand la France veut faire les choses sérieusement, elle les fait. Elle les fait avec une grande agence d'expertise, une autorité indépendante dotée d'un pouvoir de police, sous contrôle du politique, mais l'agence, constatant un dysfonctionnement dans une installation nucléaire de base, a le pouvoir de l'arrêter immédiatement. Le politique a ensuite 3 semaines pour infirmer ou confirmer cette décision. Mais il peut prendre une décision immédiate s'il pense que la situation est dangereuse. Je ne rentre pas dans le débat
sur le nucléaire. Je dis simplement qu'il y a, face à une industrie évidemment risquée, et qui est d'une importance stratégique nationale, évidemment, pour la France aujourd'hui. La France s'est construit un modèle, je ne parle pas de consensus, mais c'est un modèle qui crée de la confiance. Vous remarquerez que malgré Fukushima, globalement, la confiance des Français, qui n'est pas de la négation du risque, on sait que c'est risqué, il y a eu une érosion de la confiance, mais il n'y a pas eu un effondrement de la confiance. On est un peu parti de ce modèle-là, non pas pour simplifier le nucléaire. C'est récent cette agence-là. Oui, c'est parce qu'avant, ce n'était pas le cas, elle n'était non, pas indépendante. Non. Ouais. Et à un moment donné, face à l'enjeu que représentait la filière, le politique a compris qu'il fallait, sans la confiance, continuer d'opérer une filière de cette importance, ce n'était pas possible. Nous, ce que l'on dit, c'est que l'ensemble des problèmes de sécurité sanitaire doit être pris aussi sérieusement que le nucléaire l'est. C'est aussi important. Est-ce que cette grande agence va produire de la transparence? Mais si on n'en fait que l'addition des agences existantes, non. Si on profite de ce regroupement pour inventer une nouvelle manière d'expertiser et de rendre transparent et de faire la pédagogie et d'impliquer cette agence dans des débats, peut-être que oui. Mais le risque que vous soulevez est néanmoins réel. Il mérite d'être débattu et les garde-fous doivent être imaginés pour éviter qu'on tombe dans une énorme organisation technocratique qui générerait plus d'opacité que de transparence. Moi, je reconnais que le risque existe. Sur la CNDP, la conclusion, je voulais juste mentionner au passage que vous signalez dans votre livre que l'ANSES a perdu 2 missions, justement. Oui. Alors, excusez-moi, c'est peut-être... voilà, oui, je suis désolée, mais je n'aime pas repérer ça, c'est extrêmement important. L'ANSES n'a pas gardé la mission qu'avait l'ARCEP de mener une action d'information et de formation et de contribuer au débat public. Donc, bon, voilà, c'est juste une remarque d'information. Alors justement, hier, il faut qu'on vérifie ce point. On était à l'ANSES et l'ANSES nous a fait remarquer que c'était une lecture erronée. C'est moi qui en porte tout à fait la faute parce qu'en lisant les textes, je n'ai pas retrouvé ce qui était dans la création de l'AFSET sur ce point, mais en réalité, ça existe dans le débat public. C'est formulé de façon différente et effectivement, oui, Regina, l'ANSES mène à son niveau un certain nombre de débats. Juste pour rajouter un point, on en a longuement débattu parce qu'on connaît bien la France, c'est-à-dire que la technocratie l'emporte, la bureaucratie donc comment est-ce qu'un grand bidule pourrait ne pas être, évidemment c'est le grand danger, et c'est pour ça qu'on a pris la peine, mais évidemment ça mérite d'être infiniment élaboré, encore une fois c'est une ouverture, c'est de dire le recrutement de l'équipe dirigeante doit prendre en compte ce risque-là, c'est-à-dire que c'est aussi des managers et non pas que des personnes issues des grands corps dont il s'agit, parce que, etc. Et la question de l'évaluation de l'efficacité même de cet organisme est au cœur de sa construction dans ses relations avec le Parlement, avec le politique, avec un certain nombre des autres parties prenantes de façon évidente, parce que tout le monde, tout de suite, un grand machin, mon Dieu, la France est de la bureaucratie, et on voit bien qu'aujourd'hui la bureaucratie gagne du terrain partout. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se donner la liberté de penser que quelque chose qui aurait beaucoup de moyens, qui serait intégré, pourrait aussi être efficace et pertinent. Voilà. Alors pour le CNDP, là c'est un tout petit peu long, et puis je ne suis pas une grande spécialiste du CNDP, je vous renvoie éventuellement à un ouvrage collectif qui a été fait là-dessus par, de mémoire, Baquet, Ray et Saint-Omer, qui explique un certain nombre de choses. Sur le site de la CNDP, vous trouverez aussi énormément de documents qui racontent l'histoire
etc., de ces créations. C'est une création. Enfin, bon, ça serait trop long et je n'ai pas en mémoire absolument tous les détails. Il y a eu beaucoup aussi de débats, de colloques, etc. sur le sujet. Donc vous trouverez beaucoup de documents là-dessus. Il y avait un autre point. Oui, la différence, la séparation entre la gestion du risque, pardon, entre l'évaluation du risque, risk assessment, et la gestion du risque. Alors ça, c'est ce qui a été dans les années 80 par les premières agences, les premières institutions, notamment américaines, qui ont réfléchi au sujet. Donc c'était une espèce de doctrine, de dogme, qui a été repris ensuite par la Commission européenne, repris par un certain nombre d'agences. Mais quand on va dans les faits et qu'on regarde justement chacun des sujets, on voit bien que la frontière est extrêmement floue, voire même dommageable. C'est-à-dire que demander à une agence justement de n'être que dans l'évaluation et de ne pas prendre en compte la réalité, c'est ce qu'on a évoqué pour le diesel et pour 1000 autres sujets. Imaginez de réfléchir sur l'évaluation du risque, je ne sais pas quoi, d'un antibiotique dans la filière animale, compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui, sans le comprendre et sans retravailler sur l'ensemble des filières. Aujourd'hui, c'est pas pensable. On passe à côté de... C'est des trous. Donc l'évaluation et la gestion sont des choses qui sont de notre point de vue en tout cas. Et il y a même des rapports aussi de l'IGAS, parce qu'il y a beaucoup de réflexions au niveau du Parlement, enfin, de l'OPEX, du Sénat, ou de l'Assemblée, ou de l'IGAS, etc., ou de la Cour des comptes sur le fonctionnement des agences, et qui montrent bien que cette matière aujourd'hui existe franchement. Voire même elle pose des gros problèmes. Voilà, je pense qu'on a à peu près échangé avec beaucoup de densité. Je vous remercie tous pour cet engagement, ce travail ensemble. Je trouve que cette perspective de pacte de confiance est extrêmement stimulante et on voit qu'il y a des modèles qui peuvent interagir, s'enrichir et nous peut-être nous mettre en route. Je vous propose, comme nous avons l'habitude de le faire dans nos conviviales, de nous réunir pour continuer les échanges dans la salle des mariages pour tous, ou la salle pour tous des mariages, pardon. Et je vous souhaite, j'espère qu'on aura l'occasion de continuer. Les vidéos seront proposées en ligne. Merci à Christian pour cette prise de vue. Et François Rebuffat a pris les notes pour faire un compte-rendu. Donc nous allons valoriser cet échange au-delà de nos cercles là immédiats pour que les choses puissent féconder les milieux dont nous avons parlé, de façon à ce que nous soyons constructifs et coopératifs. Bonne soirée. Merci.